On est là pour illustrer une rubrique dans laquelle tu apparais qui s'appelle J'ai tant appris rue Firmin Gillot chez Téléperformance. À quel moment tu arrives chez Téléperformance et après avoir eu quel parcours, à quel moment tu découvres l'univers des call centers? Alors moi j'avais eu la chance en fait de le découvrir avant, puisque j'avais travaillé déjà chez Laser Contact, une filiale du groupe Galeries Lafayette et de BNP Paribas. Et donc j'avais déjà appris ce métier-là. Ensuite j'étais parti dans une start-up lilloise spécialisée dans le digital commerce, une société software, qui était un partenaire d'ailleurs sur mon dernier job chez Laser Contact. Et quand j'ai décidé de quitter cette société Improvise, en l'occurrence, j'ai Thierry Schoon, donc le DSI, qui m'a appelé pour rejoindre Téléperformance. Et j'étais très heureux en fait de pouvoir rejoindre Téléperformance pour la simple et bonne raison, c'est que c'était le leader mondial. Tu as fait des études de droit. Comment on arrive d'une licence de droit faite et poursuivie et obtenue à Angers à l'univers de la tech et de la supply chain dans le Nord? C'est la passion, c'est à chaque fois parce qu'on double son salaire? Alors c'est à la fois des erreurs d'orientation, et pour le coup en droit, moi je pense que ce qui m'intéressait c'était la partie histoire du droit, donc à un moment donné c'est pas suffisant, surtout quand on ne peut pas devenir prof. Et puis peut-être la volonté également d'avoir des choses de plus concret. Et vu que j'étais autodidacte dans la partie informatique, j'avais rejoint justement un fournisseur d'accès à Internet sur la partie support. Et c'est comme ça que ma carrière a commencé. Et quand je suis arrivé justement dans cette entreprise qui gérait la partie service client, service technique de ce fournisseur d'accès, quand il y avait encore des modems, ce qui me parlait, parce que des modems, moi j'en utilisais depuis 1994, donc forcément je comprenais ce que pouvaient vivre les utilisateurs. En fait j'ai vécu une hyper croissance au sein d'un grand groupe, parce qu'au début où Laser Contact est créé, il doit y avoir 200 salariés quand je l'ai rejoint, et quand j'en suis parti pour rejoindre Improvise, on était 4800. Et j'ai envie de dire, mon parcours est plutôt un parcours de rencontres, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, c'est plus ça qui me motive, à la fois l'intérêt du produit, les rencontres, le fait de vouloir travailler avec des personnes, et qui fait que voilà, j'ai eu le parcours que j'ai eu. Tu es resté 4 ans, 3 ans chez Téléperformance. Ouais. Il y a toujours un mystère autour de cette entreprise qui est leader mondial. C'est le décalage entre l'image qu'elle a, qui n'est pas toujours très positive, qui est l'image d'une boîte très rigoureuse, orientée process, au sein de laquelle l'humain ne serait qu'une partie marginale, et le sentiment ou le souvenir, les marques positives qu'elle a laissées aux gens. C'est lié à quoi? Déjà, c'est le leader mondial. C'est une entreprise qui a, je ne vais pas dire créer le métier, ce serait peut-être un peu, ce serait un manque peut-être un manque d'humilité. Je ne sais pas s'il le partage, mais en tout cas qui a tellement fait pour ce secteur. Tellement de directeurs, de directrices, de gens aujourd'hui qui managent des centres de contact, des services clients, des services techniques, également chez les éditeurs logiciels autour de la relation client, Sébastien, Thierry Schoon, enfin la liste ça serait absolument ultra vaste. Ça a eu un impact complètement fou. Pourquoi le rapport à l'humain? Déjà, j'aurais peut-être rajouté en introduction que cette image de TP peut-être plus négative, elle est vraiment en France. Quand on va au Portugal, à Lisbonne, quand on va en Grèce, quand on va dans d'autres pays, l'image de TP, elle est très bonne en fait. En Tunisie, on ne l'oublie pas, mais le premier employeur privé en Tunisie, c'est Téléperformance. Je veux dire, c'est une forme de distinction. Après, oui, c'est un industriel. C'est un industriel du secteur. Quand on travaille, moi je pense que c'est lié surtout à ça, quand on travaille avec des comptes américains, notamment à travers le monde, où finalement l'expérience client en France pour Apple, pour Samsung, etc. doit être la même qu'en Italie, doit être la même qu'aux États-Unis, qu'au Mexique, évidemment que ça a un impact. On doit normaliser. Donc c'est en ça qu'évidemment il y a un côté un peu magique de pouvoir travailler avec la référence industrielle, aussi d'un point de vue technologique. Quand j'ai rejoint moi Téléperformance venant d'une autre structure, les investissements techniques, de redondance, de PABX, de sécurité, franchement c'était quand même un niveau supplémentaire, vraiment un niveau supplémentaire. Après, évidemment, dans un modèle industriel, c'est très normé et parfois, évidemment, ça peut être dur pour les collaborateurs, surtout que, je le disais tout à l'heure, c'est un modèle économique à la seconde. Donc, vu que les opérationnels sont tous les jours en situation d'observer leur performance, les typologies de contacts, pourquoi il y a tant de contacts, comment faire mieux,
ça met une pression sur les collaborateurs. Donc c'est à la fois extrêmement formateur, c'est une référence pour moi, c'est avoir vécu, et je pense que les gens qui sont passés par TP au niveau opérationnel ou même au niveau IT ou autour de la partie IT, en tout cas ils en repartent avec quelque chose de plus fort pour leur parcours. Après oui, il y a des conséquences à ça. Imaginons que tu doives résumer en 3-4 phrases ou mots-clés ce que tu as appris de ton passage rue Firmin-Gillot ou à Asnières, parce que toi tu étais à Asnières, Oui. Ça serait quoi? En 4 mots Ouais, en quelques phrases. Alors moi c'était Tu avais déjà un parcours étoffé. Moi ce que j'ai appris c'est la pression additionnelle d'une entreprise cotée en bourse. Avec toute la partie du rythme par quarter, etc., avec les objectifs commerciaux. Il y avait vraiment une spécificité là-dessus parce qu'encore une fois, Laser Contact ou même le Laser d'ailleurs n'était pas coté en bourse, le groupe Galeries Lafayette non plus d'ailleurs. Donc ça fait qu'à un moment donné, il y avait une pression, mais elle était comment dire, un peu différente. De même, cette pression toujours dans le côté un peu commercial, de performance économique, vraiment tous les jours. Toute la partie également de tout ce qu'on a pu faire sur la partie optimisation des budgets IT, le côté de rationaliser, le fait d'être comment dire, plus efficient, plus sharp, etc. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a marqué, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est le courage, parce que encore une fois c'est un groupe intégré, et Lucio Apolloni, donc le CEO de l'époque, et je dis ça parce que finalement j'en ai vécu aussi les bienfaits, en tout cas les conséquences. Voilà, même si tout était normalisé, que tout devait être suivi à la lettre, parce qu'on sait aussi qui est Daniel Julien, c'est quelqu'un qui sait où il veut emmener ses filiales et son management, clairement en fait il avait eu le courage de lancer des initiatives en mettant de l'argent dessus, et pas un truc en demi-mesure, de vraiment d'aller au bout de quelque chose. Donc ça m'avait marqué également d'avoir quelqu'un qui est capable de porter une idée, de la défendre et de la mettre en place. Enfin, moi ça me parlait quoi, dans ce côté, surtout dans la partie innovation, où parfois ça reste un peu lettre morte, où ça manque un peu d'ambition. Là il y avait vraiment une ambition qui allait quasiment jusqu'au bout, donc ça m'avait marqué aussi. La troisième chose, c'est à la qualité des hommes et puis le relationnel, dans un environnement qui est finalement aussi sous pression. Ce qui sauve, comme souvent, ce qui sauve, c'est plus que sauver, mais qui crée un lien, c'est le rapport entre les gens, la solidarité. Et même si c'était très dur, ça générait aussi des effets de solidarité. Et on a vécu vraiment de très belles choses, émaillées peut-être aussi par certains événements qu'on a pu vivre à l'époque, pendant que j'y étais. Mais franchement, non, c'était... Je trouve que Anne Fontaine, ce qu'elle a dit, était comment dire, très bien. Pour reprendre ces mots, voilà. Dans le portrait qu'elle fait Dans le portrait qu'elle fait justement dans le contact, dans le fait de dire que voilà, elle était contente d'y arriver, contente de ce qu'elle a fait, comment dire, là-bas, donc quand elle a vécu, et contente de partir. Je trouve que c'est parfait. Est-ce que la Covid et le télétravail qui s'est imposé partout va avoir un impact selon toi évidemment sur l'efficacité des entreprises, et qu'est-ce que ça peut jouer comme rôle justement sur la qualité des services ou de l'expérience client? Si on veut être très concret, on va faire travailler des jeunes instances, on parviendra à trouver des gens qui ont plus envie de travailler à Paris, on va pouvoir travailler plus tard le soir, les gens vont se rendre compte de l'importance des outils. C'est une vaste question. Après, on va concilier l'épanouissement, plutôt une forme de qualité de vie, même si c'est un mot un peu... Ouais, et il y a des écueils potentiels. Moi, je sais que la partie télétravail, j'ai eu l'occasion de l'utiliser il y a très longtemps. Dès 2007, moi, j'avais eu la possibilité de passer du temps en télétravail. À l'époque, c'était uniquement des conf calls. J'ai envie de dire, de toutes les façons, avant Covid, c'était surtout comment dire, des conf calls, avec les effets de bord, et là je pense que tout le monde l'a vécu, c'est-à-dire à la fois de pouvoir écouter une conversation, potentiellement y participer, mais en même temps de continuer d'y travailler. Et j'ai envie de dire, ce qui a vraiment changé la donne avec Covid, on l'a vu au départ, au tout départ, on voit bien que toutes les entreprises n'étaient pas prêtes à communiquer, à vendre, à acheter par visio. C'est fait. Aujourd'hui, je pense que c'est derrière nous, et quand on se dit que c'est derrière nous, c'est plutôt marrant, ce que ça veut dire, c'est 1 an et demi. Et encore une fois, la partie vidéo, Skype vidéo, Messenger vidéo, toutes les messageries qui pouvaient exister, ce n'était pas nouveau sous le soleil, mais ça y est, c'est rentré, comment dire, dans les mœurs d'avoir ce côté des échanges. Après, au niveau des conséquences et au niveau de l'impact au niveau des salariés, il est évident que ça offre une souplesse complètement folle, parce que la présence au bureau n'était pas toujours, comment dire, pertinente, en tout cas pour des réunions. Et en même temps, moi je le vois aussi en tant que manager, c'est quand même important de réussir à avoir des moments d'échange. Et il y a quelque chose qui est toujours un peu compliqué à distance, c'est
chacun a son cadre de référence. Donc personnellement, je le vis bien d'être à distance. Il y a des gens qui le vivront peut-être moins bien et qui ne le diront pas, qui ont d'autres besoins, qui pour à un moment donné se nourrir, etc. Au-delà du côté de la circulation de l'information et de la culture d'entreprise qui doit continuer à être développée autour de rituels justement d'échange. Et ça, c'est une vigilance, comment dire, accrue pour les managers et c'est pas facile. Je pense que le télétravail maintenant dans notre monde, en tout cas du tertiaire, est rentré, comment dire, dans les mœurs. Je pense que c'est un gain qualitatif, en tout cas la façon dont moi je le vis, je trouve que c'est un gain qualitatif. Après, aux entreprises, aux managers, à l'encadrement, de trouver des signaux faibles, et c'est pas si facile que ça. Et après, avec un écueil, on le voit aux États-Unis, hein, avec les recherches des éléments de productivité, avec des caméras allumées, avec le fait de savoir si la personne, comment dire, essuie ou pas. Et là, on passerait devant un truc complètement fou, c'est-à-dire qu'on passerait devant un truc d'hyper-contrôle. Et là, on détruirait complètement le côté intérêt du télétravail. Et on sait que ça peut exister aussi. Bon, après, on a des lois en Europe, en France en particulier, qui devraient, comment dire, nous protéger. Mais on sait que c'est pas forcément... voilà, à l'échelle du monde, il faut être vigilant là-dessus. Un petit sujet très pratique pour finir. Ma dernière question, tu prends souvent, maintenant encore plus qu'avant, le train. La semaine passée, j'ai interviewé le directeur de Gares et Connexions, les gares. Qu'est-ce qui marche bien dans les gares en matière de service et d'expérimentation et qu'est-ce qui serait perfectible? Bon, je trouve que déjà la SNCF a quand même fait des progrès dans le côté, le fait de pouvoir acheter, comment dire, tout en mobilité, ça passe quand même pas trop mal, ça va assez vite. Le fait d'être informé également quand il y a des retards par SMS. Bon, globalement, il y a quand même un mieux parce que moi ça fait quand même 20 ans que je prends, comment dire, toujours, comment dire, le train, donc je trouve qu'il y a un mieux là-dessus. Après, il y a toujours des trucs un peu bizarres, et alors sans faire la théorie du complot, moi je sais que les TGV ont ces derniers temps percuté beaucoup d'animaux. Beaucoup d'animaux. Voilà, donc je trouve qu'il y a un truc un peu marrant, c'est qu'il y a eu beaucoup de retards pour moi qui ont été expliqués par des animaux. Il y a des trucs bizarres comme ça parfois qui peuvent arriver. Après, le service rendu, il est bien. Non, puis moi je suis très content depuis le 16 juin de ne plus avoir de masque dans le TGV parce que quand on fait un Bordeaux-Lille, c'est un peu long 4 heures.